Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un point lecture. Donc comme je vous l'ai indiqué, excepté pour les SP, ce sera le dernier point lecture concret de la chaîne, puisque maintenant mes avis se retrouveront dans les modes cocooning à partir du prochain. On va donc commencer ce point lecture avec Likabog de J.K. Rowling, que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie et Tania. Donc je vous glisse la couverture ici. Je l'avais en version reliée qui m'a coûté très cher, puisque je l'ai payé 35 €. Et on va commencer tout de suite par ma partie coup de gueule, comme ça ce sera fait. Donc le livre en brochet coûte 20 €, le livre relié coûte 35 €. Jusque là, voilà, on ne savait pas vraiment quelles étaient les illustrations qu'il y aurait à l'intérieur. Étant donné que l'Harry Potter illustré, c'est quand même un illustrateur de métier qui a fait toutes les illustrations et qu'on est à peu près dans la même branche de tarifs, je m'attendais à des illustrations d'un illustrateur professionnel ou d'une illustratrice professionnelle. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'en fait ce sont des dessins d'enfants. Et en fait ils ont réalisé un concours dans lequel les enfants ont envoyé leurs dessins et les dessins ont ensuite été certains choisis et publiés dans l'édition. Déjà, bon, on se dit, bon, c'est agrémenté d'illustrations, pas vraiment le style auquel je m'attendais, pas vraiment le style pour lequel j'aurais mis 35 balles non plus dans ce livre. Mais le comble du comble, c'est-à-dire que la seule différence entre le relié et le brochet, et premièrement, le prix est différent, la couverture est rigide, oui, en effet, mais c'est tout en fait. Parce que les illustrations que vous avez dans la version reliée, vous les retrouvez dans la version brochet. C'est juste que dans la version reliée, ils vont être parseminés tout au long du livre au moment indiqué. Le dessin correspond au passage du chapitre. Alors que dans la version brochet, ils sont comme ça les uns après les autres à la fin. Ce sont les seules différences et vous payez 15 balles de plus l'exemplaire. Donc même si j'adore la maison d'édition Gallimard Jeunesse, je trouve beaucoup de livres qui me plaisent dorénavant chez eux, ce qui n'a été pas forcément le cas il y a 10 ans en arrière par exemple. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, j'aime plutôt pas mal leurs livres. Mais alors là, je suis pas d'accord, clairement je suis pas d'accord. Je trouve que c'est juste de l'arnaque. Clairement, je vais le dire. Je vais sans doute me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Clairement, j'ai jamais eu la langue de bois. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc voilà, pour moi c'est un énorme coup de gueule et un énorme foutage de gueule pour le coup. Maintenant, parlons du récit en lui-même. Alors, clairement, je me souviens plus du tout des personnages, du nom des personnages, puisque je l'ai lu tout début janvier. Ça a été ma première lecture commune de l'année. Je vais pas spécialement vous résumer le livre. En fait, on est dans un espèce de conte pour enfants qui fait environ 400 pages. On est dans un univers de fantasy où on nous parle de Likabog qui est censé être un monstre dévoreur de chair humaine et machin et trucs. Il y a un roi qui est en place, un roi qui est bon et qui est gentil, qui est aimé de sa population. Mais malheureusement, il va se laisser manipuler par alors, je sais même plus ce qu'ils font comme métier, mais en gros, ils sont tout le temps aux côtés du roi. Il va se faire manipuler par eux et tout va changer dans le pays. Il va pas forcément prendre pleinement conscience de ce qui se passe, mais il va se passer des choses assez tragiques. Et on va tout mettre sur le dos de Likabog pour pour mettre en place des taxes, des impôts, etc. et clairement ruiner le pays. Mais c'est même pas pour enrichir le roi, hein, c'est juste pour enrichir le dos des deux malfrats, quoi. Malheureusement, ce livre aura été une déception de par l'objet livre, tout comme de par l'histoire. Il a fallu 170 pages sur environ 400 pour qu'il commence enfin à se passer quelque chose de concret. Alors je veux bien qu'on prenne du temps pour mettre en place l'univers, etc. On est quand même dans un livre qui est destiné à des lecteurs assez jeunes. Et 170 pages pour que ça commence enfin à bouger, c'est extrêmement long. Déjà pour moi. Alors je pense que pour le jeune public à qui c'est destiné, ça va pas être faisable non plus. J'ai trouvé que c'était mou, qu'il se passait pas grand chose, que ça traînait en longueur. Il y a des choses qui étaient facilement devinables. Enfin, je sais pas, en fait, rien ne m'a plu. L'univers ne m'a pas plu, les personnages ne m'ont pas plu, ils étaient fades, ils étaient pour moi sans profondeur. Je n'ai pas du tout retrouvé la plume de J.K. Rowling que j'ai pu découvrir dans Harry Potter. On m'aurait pas dit que c'était J.K. Rowling qui l'aurait écrit, je ne l'aurais jamais deviné, clairement.
Enfin bref, ce livre a été une déception de A à Z. Et d'ailleurs, la version reliée, c'est pour ça que je mets la vignette. Parce que comment vous dire que je l'avais à peine terminé, qu'il est parti en vente direct sur la boutique Price. Parce que, voilà, c'était quelque chose que je ne comptais absolument pas garder dans mes bibliothèques. Et j'étais très en colère contre moi-même. Parce qu'au début, je devais prendre la version brochée. Je l'avais d'ailleurs fait réserver, puisque je l'avais précommandé. Au final, j'ai craqué pour la version reliée. Et je me suis dit qu'en fait, j'avais juste été stupide. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais acheté les versions reliées qui coûtaient un bras pour Harry Potter. Et j'ai voulu le faire pour celui-là, bah ça m'apprendra. Voilà, je ne craquerai plus inutilement pour ce genre de détails futiles, tout simplement. Ensuite, niveau lecture commune, on a enchaîné avec Marilyn sur Rouge de Pascaline Nolo chez Gulfstream dans leur collection électrogène, donc il est tout rouge. Ici, on est plus ou moins dans une réécriture, enfin on est clairement dans une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Ici, on est dans un petit village où on y rencontre Rouge, donc notre héroïne. Elle a une tache rougeâtre, cramoisie sur le visage. Elle est considérée comme une pestiférée, comme une personne à cause de qui des malheurs s'abattent sur leur village. Sa mère qui malheureusement est décédée, on l'accuse des pires choses possibles et inimaginables parce que pour eux c'est la marque du diable en fait qu'elle a sur le visage et que si sa mère avait été une citoyenne modèle ça ne serait pas arrivé, que de toute façon pour éloigner la malédiction du village il faut que Rouge s'en aille. Son père est un homme exécrable, le seul qui lui apporte un peu d'intérêt et qui est plutôt gentil avec elle parmi les adultes est le prêtre du village. Et elle a un meilleur ami qui lui n'hésite pas à être ami avec elle alors que tout le monde s'acharne sur elle. Elle subit des actes de cruauté mais ignobles tout au long de sa vie jusqu'au jour où elle doit quitter le village et se rendre chez la grand-mère. Donc il y a des loups, il y a le chaperon rouge, il y a la grand-mère, mais pas comme dans le conte original. L'univers, on nous parle derrière, on nous dit un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement dans le sang. Un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner personne et surtout pas son lecteur. Malheureusement, deuxième lecture commune de l'année, deuxième lecture tout court de l'année et deuxième déception. Donc mon année 2021 n'a pas commencé sur les chapeaux de roue. De la manière dont le résumé est tourné, je m'attendais à quelque chose vraiment d'horrifique, mais à la manière film d'horreur en fait. Quand on nous parle de que l'innocence se dilue implacablement dans le sang, je m'attendais au sang, pareil encore une fois, à la façon film d'horreur, etc., hémoglobine et compagnie. Alors oui, on nous parle de sang, mais alors clairement pas de la manière dont je l'avais imaginé. Donc déjà là, grosse douche froide. Toute la première partie, on nous parle de Dieu, de la religion, du diable et compagnie, de possession. Oh, ça m'a tapé sur les nerfs. Parce que clairement, si j'avais su qu'il était question de religion dans ce livre, j'aurais directement passé mon chemin en fait. Je ne supporte pas les livres où on nous parle et on nous bassine avec la religion. C'est quelque chose... Alors après, chacun ses croyances, il n'y a aucun souci là-dessus. Seulement moi, je suis athée et je ne supporte pas qu'on aborde ce sujet dans les livres. Moi, ça m'insupporte en fait, clairement. Après, si vous y croyez, ben, chacun ses croyances. Hein. Sur ça, je ne juge pas, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que moi, je n'aime pas ça et que je n'aime pas lire des livres où ça prend une partie aussi importante dans le récit. C'est tout. Rouge, si au début j'ai réussi, au début j'avais de la peine pour elle, je m'attache à elle de par ce qu'elle peut vivre, plus on avançait dans l'histoire, plus je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait je prenais de la distance avec Rouge, je n'arrivais plus à m'attacher à elle, je n'arrivais plus à avoir de l'empathie pour elle ou autre. Certains des personnages m'ont clairement tapé sur le système. L'univers, oui, il était sombre, il était cruel, mais c'était dans le sens cruauté morale et physique fait à un personnage, mais dans le genre acharnement, harcèlement, etc. Pas dans le sens que moi je m'étais imaginé les choses. Et si j'avais su que ce n'était pas dans le sens que moi j'avais cru comprendre, encore une fois j'aurais passé mon chemin parce que je recherchais vraiment
une revisite du Chaperon Rouge en mode film d'horreur en fait, clairement. En plus de ça, j'ai eu beaucoup de mal à visualiser l'univers, à visualiser les événements. J'ai trouvé qu'il y avait des choses un petit peu trop faciles. Voilà, les personnages, je ne m'y suis pas attachée. Je me suis un petit peu attachée au début à Rouge, jusqu'à ce qu'au fil et à mesure des pages, je prenne une distance qui était impossible à combler, enfin, à la fin. Et j'ai jamais réussi à me rapprocher d'elle comme j'avais pu l'être au début. Et plus on avançait dans la lecture, bon, j'ai continué jusqu'au bout, en me disant que voilà, ce livre avait eu des coups de cœur par beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes l'avaient trouvé excellent et je voulais comprendre pourquoi. Donc je me suis dit, t'arrêtes pas maintenant, il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui va rebondir et faire modifier le tout. Et en fait non, en fait je suis restée sur l'impression que j'avais au début. En plus à la fin, il y a une espèce de révélation. Marilyn a trouvé que c'était bien fait, moi j'ai trouvé que ça tombait comme un cheveu sur la soupe, que ça n'avait aucune légitimité, pardon, au vu du début du récit. Il n'y avait pas de cohérence pour moi, je n'ai pas compris ce que ça foutait là en fait, clairement. Alors Pascaline Nolo, j'ai déjà lu 2 autres titres de l'autrice. Alors il y avait Les Orphelins du Sommeil, publié aux éditions du Chat Noir dans la collection Château Hanté, que j'ai beaucoup aimé. J'avais lu Elliot et la bibliothèque, je crois que c'est, publié chez Rajo, que j'ai pas spécialement aimé. Et il y a Rouge, que je n'ai pas aimé du tout. Voilà, après j'ai encore 1 ou 2 titres de l'autrice dans ma palle. Alors je sais plus si je les ai achetés en version numérique ou en version papier, je sais même plus ce que c'est les titres en plus, honte à moi. Mais je sais que j'en ai encore 1 ou 2 d'elle à lire, donc je vais les lire. Je me dis, il y en a quand même un dans le tas qui m'a beaucoup plu. Donc peut-être tout simplement que je ne suis pas tombée sur les autres qui me convenaient. Donc je vais lire ceux qui me restent et puis on verra après. Si j'aime, ben j'essaierai d'en apprendre un petit peu plus, d'attendre un peu les ressentis sur un roman qu'elle écrit avant de foncer tête baissée pour peut-être éviter une déception comme celui-ci. Maintenant, bah, si vraiment ça passe pas, c'est tout simplement que bah, je ne suis pas sensible à ses univers et à sa façon d'écrire. Et dans ce cas-là, je passerai mon chemin, tout simplement. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, mon début d'année n'a pas commencé très bien. Donc après, j'en ai eu marre, j'ai eu envie d'inverser la tendance, pardon, et j'ai pris une valeur très sûre. J'ai sorti L'Appel des loups, le tome 5, L'épreuve de la forêt de Pascal Brissy chez Ozu, collection pas à pas, donc c'est les petits romans tout courts d'une 60aine de pages dès 7 ans. Donc ici, on y retrouve le clan des Hurlevents, on y retrouve Tracker, on y retrouve, je sais plus comment ça s'appelle, Demi-queue. Je suis en train de chercher le nom de la chair et tendre de Tracker. Ça ne revient plus. Hein. Cendre. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc voilà. Encore une fois, dans cette histoire, bah là on y retrouve le clan. Les jeunes louveteaux sont certains en âge de passer l'épreuve et d'intégrer pleinement le clan des Hurlevents. Donc ils vont faire l'épreuve du feu dans la forêt. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Encore une fois, j'ai passé un excellent moment avec cette série. Si vous n'avez toujours pas compris ou vous débarquez sur la chaîne depuis peu de temps, sachez que j'adore les livres de Pascal Brissy. J'adore de manière générale quasiment tous les romans que j'ai lus de chez Ozu. Et celui-ci ne fait pas exception. Si vous cherchez un livre pour les plus jeunes, ou pour vous-même qui aimez la littérature jeunesse, des livres qui se lisent vite, ils sont... vous avez des illustrations. Alors c'est illustré par Sébastien Pelon, je ne l'ai pas dit, pardon. Voilà, c'est quand même écrit gros. Avec de l'aventure, des rebondissements, du danger, de l'amitié, de l'amour, de la concurrence, des guerres de clans et des héros principaux qui sont des animaux. Bah, je vous la recommande chaudement parce que c'est toujours un chouette moment de lecture. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit en mai pour le tome 6. Je passe rapidement dessus puisqu'il fait 60 pages à peu près. Ensuite, j'ai lu L'herboriste de Haute-Forêt de Nathalie Sommers, publié chez Didier Jeunesse. Donc ce titre me faisait envie depuis que je l'ai vu sur le blog Accro des livres. Elle avait beaucoup aimé et j'avais très envie de le découvrir. Donc j'ai mis un petit peu de temps à craquer et puis je l'ai trouvé et puis je me suis dit c'est l'occasion jamais de le découvrir.
Donc ici on y suit Yven qui a grandi avec sa mère dans une forêt où ils sont tous les deux entourés d'animaux de la nature et ça leur convient très bien comme cela. Un beau jour malheureusement sa mère l'a envoyé découvrir une plante. En fait c'est une plante qui fleurit seulement un certain nombre de temps, qui est grandement espacé dans le temps et pour elle c'est une floraison exceptionnelle et elle voulait que son fils puisse découvrir ça et elle lui a demandé donc d'aller voir cette plante. Quand il revient, malheureusement sa mère a été kidnappée, que leur demeure est en feu et que pas mal de gens ont essayé de leur piller des affaires. Donc il ne comprend pas très bien pourquoi le duc, pardon, j'allais dire le roi, pourquoi le duc a fait kidnapper sa mère, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans. Et donc on va suivre Yven à la découverte de ce qui a pu arriver à sa mère, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour en arriver là, qu'est-ce qu'elle lui a caché, parce qu'il a toujours pensé que sa mère était quelqu'un sans histoire, etc. Et on va le suivre dans une enquête au cœur de la forêt, pardon. Il va être aidé de deux voleuses, mais je ne sais plus leur nom. Minibou et Neir, je sais pas comment ça se dit. Et cette rencontre va être surprenante pour tout le monde. Ils vont avancer tous les trois en essayant vraiment d'en apprendre le maximum. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment très très chouette. Après c'est écrit gros donc ça se lit quand même plutôt vite. On a par moment ce type d'illustration. Alors quand on nous parle d'une plante, quand on nous parle d'une créature en particulier, et ben on nous met une explication avec un petit dessin. Donc ça j'ai trouvé vraiment chouette. On est vraiment dans un livre où la nature a toute sa place, où on essaye de transmettre un message bienveillant concernant le fait de préserver la nature, etc. qui m'a énormément plu. Franchement, c'est une histoire de fantaisie jeunesse avec tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. On a des personnages attachants, on a des méchants, on a beaucoup des vrais méchants. On a cet univers autour de la nature, autour du bienfait et du pouvoir des plantes. Le fait qu'on ne juge pas les gens sans les connaître, puisque oui, il va faire équipe avec deux voleuses. Mais voilà, elles ne sont pas que deux voleuses, il y a une personnalité derrière, il y a un vécu derrière. Et j'ai trouvé ça très sympa de faire rencontrer des gens qui, de base, n'auraient sans doute jamais croisé les uns et les autres la route de l'autre. Et pourtant, ça forme un trio de choc que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi le retournement de situation et les révélations auxquelles on a, parce que clairement, je l'ai vu venir peut-être 2-3 pages avant que ce soit dévoilé. Donc pour un roman jeunesse, je trouve ça vraiment top. Et encore, j'étais pas sûre de ma théorie. Donc voilà, j'ai passé vraiment un très très chouette moment et je ne peux que vous le recommander. Vous voyez, j'ai commencé l'année très mal, mais après ça va, ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Ensuite, j'ai lu avec Tania et Marilyn, puisque vous allez voir qu'il y en a eu des lectures communes. Donc nous avons lu Que la mort soit douce, le tome 1 de Laetitia Danaé, publié chez Plume Blanche. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé cet univers. Donc ici, on y suit Catel. Catel qui perd assez tôt son père, qui vit avec sa mère qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Quelques temps plus tard, la cousine de Catel perd sa mère et du coup elle va venir vivre avec Catel et sa mère. Malheureusement, plus les semaines, plus les mois passent, plus sa mère s'éloigne de Catel, allant même jusqu'à l'ignorer et donnant toute son attention à sa cousine. J'oublie son prénom. C'est une catastrophe. Aurora. Voilà son prénom. Et elle a son meilleur ami qui s'appelle... En fait, son seul réconfort, c'est Amaury, son meilleur ami. C'est le seul qui s'intéresse à elle, qui s'intéresse à vraiment ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, qui se lie d'amitié avec elle, même si elle est... plus ou moins mise de côté parce que voilà, sa cousine s'est fait une place au lycée et elle essaie de monter plus ou moins tout le monde contre sa cousine. Elle lui en veut pour une chose terrible puisqu'elle a appris que Catel voyait les personnes décédées qui errent sur Terre.
Et Aurora, j'allais dire Véronica, je sais pas pourquoi. Et Aurora lui demande de trouver sa mère décédée et Catel lui explique que ça ne marche pas comme ça et qu'elle ne l'a pas vue en fait. Et suite à ça, Aurora va très très mal le vivre. Pour elle, Catel lui a brisé tous ses rêves, tous ses espoirs. Elle s'était mise en tête qu'elle y arriverait alors qu'elle n'a pas laissé le choix à Catel. Elle l'a obligée à vouloir tenter le tout pour le tout. Ça n'a pas marché, elle reporte sa colère et sa frustration contre Catel. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Catel. J'ai été touchée par sa souffrance. Ce livre a eu une résonance particulière en moi puisque moi aussi dans ma vie j'ai eu Aurora on va dire et que ça a fait remonter pas mal de choses pas positives hein, clairement à la surface et au bout de 50 pages j'étais en larmes. Donc je me suis dit ok ça commence comme ça promet pour la suite. Et on va se rendre compte qu'en fait, Catel n'est ni plus ni moins que dévouée à devenir une Santa Muerte. Et donc on va la suivre dans son existence humaine où l'autrice va vraiment faire le choix de nous expliquer sa vie avant de devenir Santa Muerte pour qu'on comprenne vraiment l'étendue des choses mais aussi la suite. Personnellement, moi j'ai pas trouvé que c'était long, j'ai trouvé ça addictif, j'ai trouvé ça plaisant et fluide à lire. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai aimé la façon dont Laetitia Danaé construit son histoire. J'ai aimé ses personnages, excepté Aurora à qui j'aurais bien foutu des tartes, hein, soyons honnêtes, ça m'a démangé à plus d'une reprise. Moi j'ai été embarquée dans cet univers, j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Et je me faisais une joie de découvrir la suite et fin de cette histoire cette année. Avant de me rendre compte qu'en fait non, il ne sort qu'en 2022. Donc là je suis juste au bout de ma vie parce que je suis pas prête d'avoir la fin. Je sais que Marilyn a trouvé des parallèles entre cette lecture et... c'est quoi le nom de la série? J'ai le nom du tome. Je crois que c'est Rouge Sang et Noir Corbeau. Le tome 1, L'apprentie faucheuse de Justine Robin, je sais pas comment on dit, chez les éditions Le Héron d'Argent. Qu'on avait lu en lecture commune d'ailleurs avec Marilyn, qu'on n'a pas spécialement aimé ni l'une ni l'autre. Il peut y avoir certaines similitudes du fait qu'on y côtoie aussi des faucheuses et du fait que voilà, notre héroïne devienne Santa Muerte et dans l'autre, notre héroïne devient une faucheuse. Maintenant, j'ai trouvé que le parallèle, pour ma part, s'arrêtait là. J'ai passé un bien meilleur moment avec ce titre qu'avec l'autre et du coup, je suis vraiment impatiente de découvrir la suite. J'ai adoré la duologie Rosen de l'autrice dans la même maison d'édition. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Là, il me reste encore le premier tome, donc initié de la saga Lune Pourpre de Laetitia Danaé chez Snag. Et j'ai très envie maintenant, vu que je sais que je n'aurai pas la suite avant un petit moment, de me plonger dans l'autre série de l'autrice qui traîne dans ma pile à lire depuis sa sortie que je n'ai toujours pas lu. Voilà, surtout qu'en plus maintenant les 3 tomes sont sortis. Donc si j'aime, je pourrais finir... la saga rapidement et surtout ne pas devoir attendre comme là au moins 1 an pour avoir la suite. J'ai le chic moi pour découvrir des livres de chez Plume Blanche où après on attend 2 ans la suite. Je dois être maudite sur ça mais c'est pas grave. En tout cas c'était chouette et moi je vous le recommande chaudement également. Et j'allais dire le dernier, non, l'avant-dernier titre de cette vidéo, on a Prunelle, sorcière rebelle de Agnès Laroche. Je ne savais pas puisque ce n'est écrit nulle part sur la couverture, le dos ou sur la 4e de couverture, mais qu'on sait à la toute fin du tome 1, c'est qu'il y a un tome 2. Donc ici on est dans un univers encore une fois de fantasy. Donc on y suit Prunelle. Prunelle est une sorcerelle, elle est dans un monde où les gens ont, pas tous mais une partie ont des pouvoirs magiques. Donc les filles sont désignées pour être des sorcerelles, donc c'est pour vraiment lancer des sorts pour redonner le sourire, pour remonter le moral, pour atténuer les peines. Ça va être tout des choses pour le bien-être, le bonheur, le confort des gens. Et à l'inverse, on a les hommes qui sont des éclaireurs, des sorciers éclaireurs, qui eux sont là pour construire, pour réparer, donc construire des demeures, réparer des ponts, des charrettes, pour soigner les personnes qui sont malades ou blessées. Et si vraiment c'est nécessaire, tuer
si cela peut permettre de sauver un paquet considérable de vie derrière. Mais ils n'utilisent ces pouvoirs-là qu'en absolu dernier recours en fait. Ils ne tuent pas pour le plaisir de tuer, ils le font que quand vraiment ils n'ont pas le choix. Et dans cet univers, les filles sont censées être des sorcerelles et elles doivent se cantonner à ce rôle. Quant aux garçons, ils deviennent des sorciers éclaireurs et ils n'ont pas le droit de pratiquer ce qu'on appelle la magie douce des sorcerelles. Et les sorcerelles n'ont pas le droit de faire de la magie forte, qui est celle des sorciers éclaireurs. Il y a certaines personnes qui ont été bannies du village pour avoir aussi pratiqué la magie noire. Donc là, c'est encore un autre type de magie qui est proscrit. On y suit Prunelle qui vit avec son père. Je sais plus comment il s'appelle. En plus, son père est la fille de la personne qui dirige le comté. Rock, voilà son père. Et Levin, son frère aîné, puisque son autre frère n'est plus là. Il est parti suite à une dispute avec son père. Il a quitté le comté et il ne reviendra plus jamais. Et Prunelle est très triste parce qu'elle s'entendait très bien avec son frère et elle regrette son absence. Un beau jour, les ennemis qui pratiquent la magie noire vont être aux portes de la ville et les hommes vont devoir partir à la recherche pour essayer de les stopper avant qu'ils ne viennent tout saccager dans leur comté et mettre des vies en danger. Les sorcerelles vont devoir donc faire leur maximum tout en restant dans leur ligne de conduite pour réconforter les gens en attendant le retour des hommes. Prunelle par contre va s'essayer à un petit sort tout délicat, etc. pour essayer de voir si elle en est capable de pratiquer la magie forte comme les garçons, puisque c'est quelque chose qui l'intéresse et elle sait que c'est interdit puisque toute sorcerelle qui pratiquera de la magie forte sera emmurée pendant 1 an, privée de ses pouvoirs. Et si une fois passé ce délai elle recommence, elle sera privée de ses pouvoirs à vie et bannie du village, tout simplement. Elle va quand même tenter le coup en se disant que dans tous les cas, c'est son père ne lui ferait pas subir ça et qu'il sera capable de l'écouter et de l'entendre. Les choses vont pas se dérouler comme prévu du tout. Et on va vraiment plonger dans cet univers où il y a une différence entre les hommes et les femmes qui est absolument dégueulasse. Qui m'a bien tapé sur les nerfs, le père et le frère, mais oh, comment j'avais envie de leur remettre les idées en place. Si j'avais pu, je leur aurais hurlé dessus pour leur dire le fond de ma pensée, tellement ils m'ont énervé. On est vraiment dans un roman où les femmes doivent être, c'est soit belle et tais-toi, une bonne femme d'intérieur, pratique de la magie douce et contente-toi de ça. Et surtout, ne dis pas ce que tu penses et tais-toi. Tout ce qui a tendance à m'horripiler, hein, clairement, parce que je pars du principe que homme ou femme, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Et que si un homme veut faire quelque chose qui est codifié comme étant quelque chose de femme, il peut. Tout comme une femme, si elle veut faire quelque chose qui est codifié comme quelque chose comme pour les garçons ou les hommes, elle devrait pouvoir avoir le droit de le faire. Et dans cet univers, on en est très loin. Donc on va s'en suivre tout un tas de péripéties, un tas de révélations, un certain passage où ça nous a bien énervé avec Marilyn et Nat, parce que on est des femmes et on estime que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est inférieur aux hommes, et c'est ce qu'on essaye de nous faire croire à travers cette histoire, en tout cas dans cet univers. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et très intelligent, la manière dont Agnès Laroche met ça en avant pour quelque part heurter les gens et leur faire comprendre certaines choses. J'ai aimé l'univers qu'elle a créé, j'ai aimé la façon dont elle déroule son intrigue, la façon dont elle a créé ses personnages, parce que pour le coup, on a des personnages hyper attachants, qu'on prend plaisir à suivre, et il y en a d'autres qui arrivent à nous foutre les nerfs, mais en moins de 2 minutes top chrono. Et j'ai trouvé que, quelque part, c'était quand même un tour de force, parce que elle a créé plein de personnages aux facettes diverses et variées, et elle a fouillé le caractère de ses personnages. Elle s'est pas contentée de dire il est comme ça, elle est comme ça, et point barre. Non, elle a travaillé le côté psychologique, etc. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, surtout pour la littérature jeunesse. Ce tome 1 s'arrête à un moment donné où, bien entendu, on a envie d'avoir la suite, hein, soyons honnêtes. En plus, je trouve cette couverture canon, donc c'est illustré par Xavier Colette, qui est notamment l'illustrateur des couvertures de la Légende des 4, mais pas que.
et j'aime beaucoup cette illustration. Ce livre est, l'objet livre est magnifique, l'histoire était vraiment chouette, ça se lit vraiment bien, vraiment vite. Voilà, après c'est une police d'écriture assez grosse, assez aérée. Et voilà, si vous voulez une thématique importante et forte dans un roman jeunesse, mêlé à un univers fantastique, enfin pas fantastique, de fantasy, bah franchement, foncez. Moi j'ai qu'une hâte, c'est que le 2 sorte. Même si je n'ai absolument aucune idée du moment où il sortira. Et enfin, pour terminer ce point lecture, je vais vous parler, et je vous glisse la couverture ici, de Voyageuse, le tome 2 d'Imane Itayo aux éditions Plume Solidaire. C'est un SP pour lequel j'ai beaucoup de retard, puisque je devais le chroniquer pour mi-décembre. On est la première semaine de février. Voilà. Maintenant, je tiens à préciser une chose, personne ne m'a mis la pression quand j'ai envoyé un mail en expliquant que j'avais du retard, que j'avais été malade, que j'avais été fatiguée, que je n'avais pas réussi à me mettre dedans. Personne ne m'a jeté la pierre. Ils ont été très compréhensifs, que ce soit l'autrice ou la maison d'édition. On m'a dit que ce n'était pas grave, que c'était des choses qui arrivaient, de prendre mon temps, de le lire, etc. Je l'ai un peu fait traîner parce que j'aimais beaucoup ma lecture. Le problème c'est que je sais pas, j'ai eu un moment où, après avoir fait certaines lectures qui n'ont pas vraiment été top, pour les 2 premières du mois de janvier, je l'ai commencé à peu près à cette période-là. Et je sais pas, j'avais du mal à me remettre de ces 2 énormes déceptions. Parce qu'il faut dire que je suis tombée quand même de très haut, je m'attendais pas à ça pour les 2 livres-là. Et j'ai eu bien du mal à replonger dans un autre titre. Et à me laisser emporter. Donc j'ai préféré le laisser de côté parce que je sais que j'avais adoré le premier tome. Et je n'avais aucune envie de passer à côté d'une lecture extrêmement plaisante pour le tome 2. Donc j'ai préféré le remettre de côté et attendre d'être vraiment dans l'humeur qu'il fallait pour pouvoir le découvrir et le savourer pleinement justement. Donc ici on y retrouve nos personnages. Alors le problème c'est que je n'ai pas la moindre idée de comment ça se prononce et je n'ai pas eu l'idée d'aller demander à l'autrice. Alors que je lui ai parlé, après l'avoir fini, je lui ai parlé sur Instagram. J'ai même pas pensé à lui demander. Donc le prénom de l'héroïne c'est K.A. Alors je sais plus si c'est N-I-Y-N ou l'inverse. Bon, son surnom dans le livre c'est Kani, donc je vais l'appeler comme ça, je pense que ce sera plus simple pour moi. Dans ce tome 2, on retrouve notre héroïne juste après les événements qui ont clôturé le tome 1. Donc je vais pas vous faire un résumé exactement du tome 2, je vais plutôt vous reparler brièvement du tome 1 pour ne pas vous spoiler. Donc dans le tome 1, notre héroïne Kani, qui vit depuis plusieurs années maintenant à Montréal avec sa mère, va partir pour les vacances d'été au Bénin, sa région natale, chez son père. Son père est un grand chirurgien qui passe plus de temps à l'hôpital à s'occuper de ses patients qu'à être chez lui et à s'occuper de sa fille lorsqu'elle vient lui rendre visite pendant les vacances. Et son père va lui apprendre que son ami d'enfance et c'était même son meilleur ami, June, est tombé mystérieusement dans le coma 2 semaines auparavant et personne ne sait exactement pourquoi il est dans le coma et comment il en est arrivé là tout simplement. Il n'arrive donc du coup pas à le faire sortir du coma puisqu'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qui cloche et de comment ils pourraient agir là-dessus. Elle l'apprend parce que tout simplement elle avait décidé d'aller lui rendre visite. Et donc elle se décide quand même à aller lui rendre une visite à l'hôpital. Avant son départ du Bénin, June lui avait offert un bracelet dont il a le même qui est identique. Et en fait, elle se rend compte à l'hôpital qu'à un moment donné, elle va lui prendre la main et leurs 2 bracelets vont s'entrechoquer. Et elle va se retrouver transportée ailleurs, dans un univers qu'elle ne connaît pas, un univers qui s'appelle la prison des âmes, et où certaines personnes dont elle prend la rencontre ont été emprisonnées. Et elle va se rendre compte que ces personnes ont été emprisonnées par quelqu'un pour une raison particulière, même si il va falloir qu'il découvre quelle est cette raison. Il y en a forcément une pour qu'ils soient tous présents au même endroit. Elle va retrouver June dans cet univers parallèle et découvrir que s'il a passé 2 semaines dans le coma dans le monde réel, dans la prison des âmes, ça fait en fait 1 an qu'il y est enfermé. Certains ils sont enfermés depuis plus longtemps que lui, d'autres viennent récemment d'arriver, mais personne ne comprend pourquoi ils ont tous été emprisonnés ici, ni quelle est leur chance de s'en sortir, s'ils en ont une, ni de comment tout fonctionne et est-ce qu'un jour ils retourneront dans leur vie.
Donc Kani va essayer d'apprendre à découvrir ses personnages, à essayer d'apprendre comment ça se fait que elle a pu se retrouver dans cet univers alors qu'elle n'est pas dans le coma dans le monde réel. Et elle va découvrir qu'elle est une voyageuse qui peut du coup se déplacer, que ce soit d'un plan A à d'un plan B dans le monde réel ou du plan du monde réel à cette prison des âmes. Et donc ils vont mener leur enquête pour essayer d'en apprendre davantage et essayer que chacun puisse retrouver sa vie. Donc voilà à peu près pour le tome 1 un résumé. Alors clairement ce livre il se passe énormément de choses dans le premier tome, mais voilà je ne vais pas vous en dire trop, je me contente d'un résumé qui se concentre vraiment sur le tout début du tome 1. Dans le tome 2, bon, il s'est passé des événements à la fin du tome 1, bien entendu, et on rebondit juste après dans le tome 2. J'ai adoré retrouver notre héroïne, j'ai adoré la suivre une fois de plus dans cette quête, puisque maintenant, si on a des vraies réponses sur le tome 1, on a quand même d'autres questions qui sont venues et auxquelles on attend d'avoir des réponses. Donc elle continue dans sa quête de réponses. Ça fait répétition mais c'est pas grave. Il est tard, je commence à être un petit peu fatiguée. Voilà, donc elle va être aidée d'une personne qu'elle a rencontrée dans la prison des âmes parce que certains d'entre eux ont disparu et ils veulent à tout prix les retrouver. Et ils vont essayer de comprendre qui est derrière tout ça, pour quel motif, qui est derrière la disparition de ces personnes. Est-ce qu'ils ont une chance de les retrouver, puisque jusque-là, les dons de voyageuse de Kani ne lui a pas servi à retrouver les personnes. Et elle va aller de surprise en surprise, de découverte, de rebondissement en révélation. Et ça ne s'arrête jamais en fait. On a, en version numérique, je crois qu'elle fait 292 pages. On a beaucoup d'actions, le récit est rythmé, il est dynamique. Il y a quelques petits moments qui sont plus lents et qui permettent justement de reprendre notre souffle, de souffler un bon coup. Mais encore une fois, j'ai été totalement transportée dans cet univers. Par contre, cette fois, j'ai pas fait la bêtise. J'ai pris des notes tout au long de ma lecture pour me faire un résumé spoilant. Comme ça, vu que l'autrice est en train d'écrire le tome 3, quand il sortira, je pourrai relire mes résumés, puisque là, j'ai relu le tome 1 avant de lire le 2. Parce que, voilà, il s'était passé presque 3 ans entre les deux parutions. Et du coup, je savais plus... j'avais des souvenirs. Donc c'est pour vous dire que ça m'avait vraiment marqué parce que j'ai tendance à pas garder non plus beaucoup là, de souvenirs. Je me souvenais plutôt bien des choses, mais je savais qu'il me manquait des détails, qu'il me manquait des éléments qui me permettraient de replonger dans le tome 2 pleinement en n'étant pas perdue en fait. Ce que j'ignorais, c'est que l'autrice avait mis un résumé du tome 1 au début du tome 2. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez laissé passer du temps, dites-vous qu'il y a un résumé au début du tome 2 sur ce qui s'est passé dans le tome 1. Et ça c'est vraiment chouette. Je trouve que quand il y a des séries, on devrait toujours pouvoir, dans les tomes suivants, retrouver un résumé de ce qui s'est passé précédemment. Ce qui nous éviterait de replonger dans un univers où il nous manque des infos peut-être qui paraissaient insignifiantes et qui finalement seront cruciales pour la suite. Encore une fois, la plume d'Iman... je sais même pas comment vous dire. Moi, sa plume m'envoûte à chaque fois. J'adore le fait qu'elle mette toujours, ou en tout cas pour les livres que j'ai lus, souvent, le Bénin comme lieu. On l'a dans La Voyageuse, on l'a dans la série Abiola. J'aime découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir les choses. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, très enrichissant, très divertissant. Et donc j'ai aimé parce que d'un côté on a Montréal et de l'autre côté on a le Bénin, donc qui n'ont strictement rien à voir. Dans un des pays il fait quand même super chaud, dans l'autre elle était, je crois qu'on était en hiver donc il faisait pas super bon. Enfin voilà, j'ai aimé la façon dont elle a créé cet univers de voyageuse, mais aussi de tout ce qui gravite autour, tout ce qui est au niveau des runes, etc., des combinaisons. Enfin franchement elle a une imagination juste topissime, j'ai adoré. Et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 3. Sauf que vu qu'elle vient juste de commencer à l'écrire, je pense que j'en ai encore pour un petit moment à attendre. En tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que comme pour le tome 1, elle a été sadique. Même plus, parce que là elle s'arrête à la fin du tome 2. En fait on est au beau milieu d'une action et hop, fin. Et là je commence à regarder, je me dis mais il restait des pages pourtant dans l'e-book. Oui, ça concernait pas l'histoire.
Donc je me suis retrouvée comme une imbécile, je pensais qu'il me restait une vingtaine de pages avant de dire au revoir à ce tome 2. Et en fait non, ça s'est arrêté comme ça. Et là on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc voilà, les auteurs sadiques, ou devrais-je surtout dire les autrices sadiques, parce que je me rends compte que les femmes sont bien plus sadiques que les hommes en fait en littérature. Mais voilà, c'était encore une fois méga chouette, j'ai adoré certains personnages, il y en a d'autres que je déteste, mais alors profondément. Iman a même réussi à me faire avoir de l'empathie pour un personnage que jusque-là, au vu de ce qui s'est passé dans le tome 1, je suis particulièrement détestée. Et pourtant, il arrive un moment donné où on apprend des choses. Et je me suis dit, ouais, mais en même temps, sa place, comment j'aurais réagi? Donc voilà, je ne dirais pas que je l'apprécie pleinement, cette personnalité. Mais en tout cas, ça permet de donner des pistes et des éléments pour essayer de comprendre, essayer de se mettre à sa place et de dire, ouais, mais nous, à sa place, est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose ou est-ce qu'on n'aurait pas fait même pire? C'est quelque chose qui emmène à la réflexion et j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, j'étais là pour le tome 1, j'étais là pour le tome 2 et je peux vous garantir que je serai au rendez-vous pour le tome 3 parce que je compte bien avoir les réponses à mes questions. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous recommander de vous laisser tenter. C'est une petite maison d'édition et j'ai fait quand même de très très belles découvertes chez eux. Donc voilà, et j'ai notamment découvert la plume d'Iman chez eux et je ne regrette absolument pas. Donc je vous le recommande chaudement également. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Visiblement il est temps parce que j'ai la batterie de mon caméscope qui fait que clignoter, l'air de dire dépêche-toi ou on va te couper la chic. Donc voilà. J'espère que ce dernier point lecture intitulé comme cela en tout cas vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si au contraire je vous ai donné envie d'en découvrir un et pourquoi. Tant qu'à faire, j'aimerais bien savoir. Comme d'habitude, je me ferai une joie d'échanger avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.